I'm not afraid of John Wick. Il est peu de sagas contemporaines d'action dont je peux me proclamer fan. Et quand j'entends cinéma d'action, je parle des films dans lesquels on trouve un ou plusieurs personnages qui vont se débrouiller seuls contre toute une organisation de méchants au sombre dessin. On va donc exclure les Independence Day, Star Wars, Avengers, Pacific Rim et autres Godzilla de cette catégorie. Nous allons uniquement parler d'humains qui se tapent et ou se tirent dessus. Si on regarde les choses par ce prisme, on peut vite se rendre compte que l'offre et sa qualité ont largement baissé depuis la fin des années 90. Stallone et Schwarzenegger ne sont plus bankable, Van Damme et Seagal ne tournent presque plus que dans des films qui ne sortent pas en salle, Jet Li et Jackie Chan sont beaucoup moins présents qu'avant, alors que Bruce Willis et Liam Neeson sont parfois un peu enfermés dans des rôles de dur au grand cœur. Reste Jason Statham et Dwayne Johnson, mais avec eux, on peut pas dire qu'on soit souvent dans du divertissement que je pourrais qualifier de bon. En y réfléchissant un peu, on se rend compte que les films d'action tels que nous les avons définis plus tôt sont de qualité largement plus faible, le genre ayant du mal à vivre ses heures de gloire passées correctement. Le western a fini par se démoder, et les films d'action des années 80 et 90 aussi. En y regardant de plus près, je trouve que les sagas d'action contemporaines dignes de leurs aînés sont assez rares, voire inexistantes. The Raid 2 n'a donné aucune information concernant les potentielles suites malgré un premier épisode dantesque. Les Die Hard sont terminés depuis le 4e, voire le 3e épisode pour certains, et le 6e film en projet ne hype personne. Kill Bill a déjà plus de 15 ans. Les Jason Bourne sont partis en vrille. Les Fast and Furious sont devenus ridicules. Et la trilogie sur la chute de la Maison Blanche, j'en parle même pas tellement à mes yeux c'est de la grosse merde. À part certains James Bond que je trouve cool et les Missions Impossibles qui restent souvent très correctes, je découvre aujourd'hui que les films d'action de notre époque ne sont pas forcément d'une qualité incroyable. Entre Tomb Raider, Hobbs & Shaw ou Rambo Last Blood, je pense qu'on peut dire sans trop se mouiller que l'offre de cinéma d'action n'est pas folichonne en ce moment. Excepté pour une saga, John Wick. C'est en 1998, sur le tournage de Matrix, des anciennement frères et aujourd'hui sœurs Wachowski, qu'un certain Keanu Reeves, acteur principal du film, et Chad Stahelski, sa doublure cascade, se rencontrent et travaillent ensemble sur les scènes d'action de la trilogie. Stahelski constate rapidement l'investissement physique du comédien, n'hésitant pas à s'entraîner dur afin d'atteindre un niveau supérieur aux attentes. Durant ces nombreux tournages, il rencontre aussi David Leitch, ayant également un penchant pour les cascades. Les deux hommes s'associent alors en 2013 pour réaliser le film d'action qui selon moi révolutionnera le genre avec Keanu Reeves en tête d'affiche. Vous l'avez deviné, John Wick est né. Petit succès surprise de 2014 que je n'avais pas beaucoup aimé au premier visionnage car je trouvais cet univers un peu trop caricatural au premier abord. J'ai donc vu et observé la hype naître autour de moi alors que je n'étais pas du tout pris dedans. Une suite est sortie en 2017 que je suis néanmoins allé voir et ce fut pour moi l'une des plus belles séances de cinéma de ma vie. J'étais effectivement seul dans une toute petite salle et je me suis surpris à crier et réagir au film de manière décomplexée car de toute façon personne ne pouvait m'entendre. Ce qui me paraissait ridicule et second degré la première fois m'arrivait dans la face comme quelque chose de classe et stylé, avec des codes très solides auxquels j'avais envie de croire. J'ai ensuite revisionné le premier film dans la foulée et l'ai d'emblée revu à la hausse car cette fois j'avais réussi à rentrer dans son univers. Le 3e épisode est sorti en mai dernier et oui, je trouve que cette trilogie est réellement ce qui se fait de mieux en termes d'action. Entre la mise en scène des combats, le travail des lumières, la mythologie entourant les personnages ou encore la manière dont la saga apporte sa pierre au cinéma d'action, la trilogie John Wick est un réel bijou pour les amateurs du genre et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Je vous préviens, ça va spoiler à balle et cette vidéo contient des images choquantes qui pourront heurter la sensibilité de certains viewers. J'avais évité le sang dans ma vidéo sur Scream, mais là les gars, on va se lâcher. John Wick nous raconte l'histoire du tueur éponyme qui a raccroché les armes pour prendre sa retraite et vivre en paix avec sa femme Hélène. Lorsqu'elle décède des suites d'un cancer, elle offre à John avant sa mort un chiot censé l'aider dans son deuil et cette perte tragique. Essayant doucement de retrouver goût à la vie, il rencontre par hasard un groupe de jeunes voyous lui proposant de racheter son bolide. Notre héros refuse et se fait agresser à la nuit tombée par ce même groupe qui lui casse la gueule, vole sa voiture et tue son chien. Dévasté, John Wick décide de reprendre les armes et de se lancer dans une vendetta personnelle, projetant de tuer tous les responsables de cet acte. Vous avez déconné les gars! Le principal agresseur,
Joseph Tarasov, se trouve être le fils d'un mafieux puissant qui connaît bien John Wick, j'ai nommé Viggo Tarasov. Pour cause, il est la personne lui ayant rendu sa liberté après lui avoir demandé d'exécuter une mission impossible que notre héros a réussi à conclure. Les personnes qu'il a enterrées ce jour-là sont les fondements de ce que nous sommes aujourd'hui. Il met de plus son fils en garde avec un discours pour le moins inquiétant. John n'était pas exactement le croque-mitaine. Il était celui qu'on envoyait pour tuer le croque-mitaine. Une fois, je l'ai vu tuer 3 hommes dans un bar. Avec un crayon. Un putain de crayon. De retour dans les affaires, après avoir tué une douzaine d'hommes de Viggo ayant envahi sa propriété, John Wick se réfugie dans l'hôtel Continental, QG de tous les tueurs de la ville. Nous y retrouvons Winston, le gérant, qui a une position plutôt paternelle envers John Wick, qu'il est le seul à appeler par son vrai nom, Jonathan. Le concierge semble aussi familier avec notre héros, nous laissant penser qu'ils se connaissent tous depuis de nombreuses années et ont un passé commun. Wick décide de frapper fort et d'aller tuer Joseph dans la boîte de nuit de son père, alors que ce dernier boit du champagne dans une piscine avec des prostituées. Le mec n'a rien compris à ce qui l'attend. Est-ce que vous auriez peur du croque-mitaine? Pas moi. Ah bon? Pourtant, tu devrais. Après un carnage plutôt jouissif, Joseph échappe à John qui retourne à l'hôtel, s'étant blessé pendant le combat. De son côté, Viggo Tarasov met un contrat de 2 millions sur la tête de John Wick. Il engage l'un de ses anciens alliés présent à l'enterrement de sa femme, ainsi qu'une jeune tueuse à qui il propose 4 millions pour tuer John au sein même du Continental. Sachant que si on tue au Continental, on brise les règles et devient rapidement la cible de toute l'organisation. John Wick survit à la tueuse, qui lui révèle où Viggo cache tout son argent. L'attaquant encore une fois sur son terrain, il se fait finalement capturer, puis torturer, mais sauvé in extremis par son fameux ami que Viggo avait engagé. John le contraint finalement à lui dire où se trouve son fils, information que notre antagoniste finit par lui révéler. Donner son propre fils. Donner son propre fils. Bon ok, c'est lui qui a cherché la merde, mais quand même! Wick attaque la planque, finit par trouver Joseph, puis le tue en lui mettant une balle dans la tête. Mais il n'en a pas encore fini. Retrouvant la trace de Viggo grâce à un tuyau de Winston, le gérant, il s'attaque au grand mafieux dans une scène qui se termine sur un combat sous la pluie. Le film s'achève sur John, qui se soigne dans un recueil pour chiens, décide d'en adopter un et retourne chez lui, les pas fatigués par les blessures et la douleur endurée. Et à ce moment-là, on pourrait se dire que c'est la fin, mais les emmerdes ne font que commencer. David Leitch quitte le navire préférant se concentrer sur d'autres projets et laisse à Chad Stahelski la responsabilité de la suite, John Wick 2. Entreprenant de récupérer sa voiture volée dans le premier volet et aujourd'hui entre les mains du frère de Viggo, le film s'ouvre sur une scène d'action où nous voyons d'emblée que les curseurs ont été poussés plus loin. Les lumières sont plus belles, les cadres plus composés, la violence plus graphique et la mise en scène bien plus visuelle. Sérieusement, c'est magnifique. Après avoir fait la paix et récupéré son bolide, John Wick rentre chez lui mais reçoit rapidement la visite d'un ancien associé, Santino D'Antonio. Ça c'est un problème. Je ne sais pas comment s'appelle le monsieur, mais ça c'est un problème. Ce personnage, dont l'allure elle-même trahit qu'il est le méchant du film, vient voir John afin de lui demander d'honorer une dette qu'il a envers lui. Santino demande alors à notre héros de tuer sa sœur afin qu'il puisse prendre sa place lui étant destinée au sein de la Grande Table, la tête de l'organisation de tueurs. John Wick refusant, le méchant brûle sa maison, le contraignant à honorer sa dette sous peine d'excommunion. Et oui, dans ce monde, tu peux brûler la maison de quelqu'un et exiger qu'il paie quand même sa dette. John Wick se met en route pour Rome, s'équipe d'un costume pare-balles et de quelques armes de guerre pour aller tuer la sœur de Santino, Gianna. Il s'infiltre lors d'une soirée dans un château, jusque dans la salle de bain de la cible, mais celle-ci décide de se donner la mort avant que John n'ait le temps de la battre. Bon, il finit le taf quand même. En partant, il tombe sur une vieille connaissance qui le démasque et le gunfight s'engage. Santino, cherchant à se débarrasser de John Wick vu qu'il n'a aucune raison de le laisser vivre, envoie aussi des hommes pour l'abattre.
Mauvaise idée. Switchant du pistolet au fusil d'assaut en passant par le fusil à pompe, nous voyons un peu plus l'étendue des capacités de John Wick qui s'en sort comme d'habitude avec les honneurs. Prenant mal le fait que notre héros ait survécu, Santino ouvre un contrat de 7 millions de dollars sur la tête de John qui se fait alors attaquer de toutes parts dans une séquence montée à la perfection où nous le voyons d'ailleurs tuer 2 hommes dans un bar. Avec un crayon, oui, j'ai déjà entendu cette histoire. Avec un putain de crayon. Mais qui est-ce qui fait ça? Il affronte aussi plusieurs fois son ancien collègue, En tout cas la personne que je soupçonne être son ancien collègue. dont il finit par laisser la vie sauve. La lame est dans ton aorte. Tu peux l'enlever, mais tu saigneras à mort. Trouvant refuge auprès du Bowery, chef d'une confrérie déguisée en SDF et obéissant aussi à la grande table, celui-ci offre une arme à John Wick lui permettant de pouvoir attaquer Santino dans un musée le soir d'un vernissage. La scène est jouissive et sanglante comme d'habitude, puis évolue pour se retrouver dans une partie de l'exposition faite de miroirs et de néons. Il retire cette fois-ci le couteau face au bras droit de Santino, alors que ce dernier va se réfugier telle une petite pute au Continental. John l'y retrouve et l'assassine d'une balle dans la tête sous les yeux de Winston, commettant ainsi l'irréparable tout en étant conscient du sort qui l'attend. Le directeur du Continental laisse néanmoins 1 heure à John Wick avant de prononcer l'excommunion, laissant le personnage dans une course contre la montre pour trouver refuge. Et comme je l'ai dit dans ma critique de l'époque, je pensais que John Wick 3 allait être le plus faible de la trilogie. Je ne voyais pas comment Chad Stahelski pouvait faire mieux que les 2 premiers épisodes. Et vous savez quoi? Il a fait mieux. Voici John Wick 3. Excommunié de l'organisation et avec un contrat de 14 millions sur sa tête, oui, ça coûte cher de ne pas respecter les règles, John Wick est attaqué de toutes parts. La première demi-heure du film consiste à tuer tout simplement à coups de hache, de couteau de lancer, de livres ou de chevaux. Il se réfugie enfin dans un opéra géré par une femme qui semble être liée à son passé, nous révélant qu'il a été formé ici, ainsi que ses origines biélorusses et son nom de naissance. Moyo Mia Jordani Jovanovic. Il lui demande un passage pour aller au Maroc, à Casablanca, invoquant un mystérieux ticket qui serait apparemment un passe-droit pour aller où on veut discrètement, enfin j'imagine. Pendant ce temps, une adjudicatrice envoyée par la grande table rend visite à Winston, lui demandant de quitter ses fonctions dans les 7 jours pour avoir laissé 1 heure d'avance à John Wick. De plus, l'adjudicatrice engage un groupe de tueurs japonais afin de traquer John Wick pour la grande table. Elle rend aussi visite au Bowery, lui entaillant le visage de 7 coupures pour les 7 balles contenues dans le pistolet qu'il a donné au héros. Arrivé au Maroc, Jordani, oui je l'appelle comme ça, maintenant on est intime, retrouve Sofia, Et ces 2 chiens qui sont trop cool. directrice du Continental de Casablanca à qui il demande d'honorer une dette qu'elle lui doit. Celle-ci, ne pouvant refuser, accepte de lui rendre service à contre-cœur. John souhaite donc rencontrer l'ancien patron de Sofia pour lui demander où se trouve l'homme qui est assis au-dessus de la grande table. La discussion avançant, l'ancien patron lui indique qu'il faut marcher dans le désert jusqu'à épuisement et attendre qu'il nous trouve, avant de demander à Sofia de lui laisser un de ses chiens en remerciement de cette information. Celle-ci refuse, il ouvre le feu, et s'ensuit un combat toujours dynamique dans lequel nous voyons pour la première fois John Wick se battre aux côtés de partenaires. Et puis les chiens quoi, mais putain j'adore ce film. Réussissant à s'échapper, Sofia dépose John aux portes du désert en lui laissant une gorgée d'eau aromatisée à la salive, espérant ne jamais le revoir étant donné la merde dans laquelle elle se retrouve aujourd'hui grâce à lui. Le lendemain, épuisé après sa marche dans le désert, John Wick se fait recueillir par celui qui siège au-dessus de la grande table et oh, cocorico! Salut Saïd! Celui-ci accepte d'accorder une grâce à notre héros à condition de se couper un doigt et d'abattre Winston, le directeur du Continental. Quoi? Pardon? John, tu vas pas... Merci. Ok, alors là, ça pue vraiment du cul. De retour sur New York, et sa prime étant passée à 15 millions, les attaques se poursuivent et cette fois-ci on a droit à une scène quasi en plan séquence avec des motos et des katanas sur un pont désert, mais putain j'adore ce film! De retour au Continental et faisant face à Winston, tous deux décident d'envoyer la grande table se faire foutre et de faire la guerre à ceux qui viendront les déloger. L'adjudicatrice fait ainsi désacraliser l'hôtel, autorisant les meurtres à l'intérieur, tandis que Winston demande à John ce dont il a besoin. D'armes. Beaucoup d'armes.
Débarque alors une trentaine d'hommes armés jusqu'aux dents, au blindage ultra résistant, que seul un fusil de chasse arrive à transpercer. S'étant débarrassé des Robocop, John finit par affronter le groupe de tueurs japonais, les élèves qu'il laissera vivre d'abord, puis le maître qui aura moins de chance. En fin de compte, l'adjudicatrice abdique, laisse à Winston le droit de diriger l'hôtel Continental et lui demande ce qu'il devrait faire de John Wick. Fais pas ça, mec. Fais pas ça, mec. Winston tire alors sur John Wick, le laissant pour mort quelques instants, tandis que le Bowery le récupère et lui propose d'en finir pour de bon avec la Grande Table, nous laissant entendre qu'un 4e épisode verra le jour. Cette trilogie est un bijou comme j'en ai rarement vu. Une prouesse en termes de divertissement au succès mérité. La qualité augmente de film en film, avec une mythologie qui s'épaissit et une mise en scène qui est de plus en plus incroyable. Bref, par quoi on commence ? Je vous propose d'attaquer par ce qui fait la principale qualité de la trilogie, les scènes d'action. John Wick se bat la plupart du temps au pistolet, même si on peut parfois utiliser d'autres armes en combat rapproché avec un mélange de judo et d'aïkido, me faisant légèrement penser au principe du gun kata dans Equilibrium. Si vous ne l'avez pas vu, Equilibrium raconte l'histoire d'une société qui prend des pilules pour supprimer leurs émotions. Un jour, Christian Bale décide de ne plus en prendre et finit par rejoindre la résistance afin d'affronter un empire tyrannique. Et dans ce film, allègrement pompé sur Matrix, les personnages se battent en utilisant un mélange d'arts martiaux et de pistolets, le gun kata. Mais rien ne marche. Christian Bale est complètement statique et fait des mouvements qui paraissent irréalistes. Il ne regarde pas où il tire mais met des headshots et ne se prend pas une seule bastos alors qu'il ne se protège même pas des tirs ennemis. Oh putain, ça y est, j'ai envie de casser des gueules. John Wick arrive à rendre le concept du gun kata possible avec brio. Ici, chaque mouvement est utile, chaque esquive logique et chaque headshot intense. Le personnage, tout comme l'acteur, est parfaitement entraîné et exécute chaque action avec une précision non seulement réaliste, car les chorégraphies sont exécutées quasiment sans trucage, mais aussi authentiques. Et pourquoi, me direz-vous ? Parce qu'elles sont, pour la plupart, réalisées en plan séquence. Chad Stahelski a tenté au maximum de ne pas faire de cut pendant les combats afin d'immerger le spectateur et de donner un réalisme saisissant qui nous scotche à notre siège. On sent que les mouvements de caméra sont faits pour filmer chaque action et la saisir clairement. Et comme vous vous en doutez, qui dit réalisme sur des scènes de mecs qui se tirent dessus dit violence. Et de la violence il y en a. Moult. Dans John Wick, la quasi-totalité des coups de feu donnés donneront un impact qui sera visuellement explicite, et à défaut d'être réaliste, car j'ignore ce que donnent de vrais impacts de coups de feu sur le corps, au moins crédible. Et pourtant, il y a peu de plans in your face dans la trilogie, à part bien sûr celui-là, que je laisse entier, juste pour le plaisir des yeux. Attention. Attention. S'il vous plaît, YouTube, ne bloquez pas ma vidéo. Vous allez peut-être me trouver insistant, mais je trouve les scènes d'action vraiment grandioses. Je n'avais jamais vu un tel style de gunfight auparavant, malgré des films au passage fulgurant comme Kingsman, Kick-Ass ou le trop peu cité mais pourtant génialissime Hardcore Henry, à ceci près que dans John Wick, il ne s'agit pas de simples passages, mais bien du cœur de l'œuvre en elle-même. Mais en plus de se taper des chorégraphies incroyables et des mouvements de caméra toujours maîtrisés, John Wick se paie également une atmosphère visuelle de toute beauté. Regardez-moi ça, le travail du cadre et des couleurs est vraiment impressionnant. Stahelski sublime ses décors en opposant plusieurs couleurs de lumière différentes ou en jouant sur le parallélisme ajoutant un effet de grandeur impressionnant à ses plans. Il tourne avec des focales courtes, nous laissant toujours profiter du grandiose de l'environnement, ce qui ajoute au réalisme, car le spectateur est conscient du lieu dans lequel le personnage évolue. Sans oublier la musique, composée en partie par Marilyn Manson dans le premier film, puis reprise par Tyler Bates et Joel Richard dans les suites, avec des utilisations de musique classique parfaitement gérées et incrustées dans le film de manière pertinente, switchant de Vivaldi à Mozart. Allez, je vous en mets un petit bout. Mais tout cela nous semblerait bien vide si on ne suivait pas une histoire et des personnages intéressants.
Alors laissez-moi maintenant vous parler un peu plus en profondeur de l'homme que l'on nomme John Wick. John Wick. John Wick. John Wick. John Wick est un personnage qui ne paie pas de mine au premier abord. Il est plutôt grand, désarticulé, n'est pas très musclé et possède une expression de visage relativement calme et rassurante. Peut-être que l'image bankable et sympathique que possède l'acteur Keanu Reeves influe sur mon jugement, mais quand je vois John Wick, je me dis que d'un certain point de vue, ce n'est rien d'autre qu'un bon gars. Et même quand on creuse au-delà de son aspect physique, il est posé ce mec. Il ne parle que très peu, cherche souvent à discuter avant d'en venir au flingue et me paraît même légèrement timide. Au premier abord, il est l'antithèse du héros d'action musclé et badass qui continue de vouloir être stylé même pendant ses jours de repos. Quand on découvre le personnage pour la première fois, il nous est montré avec des actes de la vie quotidienne. Se lever, se faire le café, prendre une douche, pas de muscles saillants, pas de punchline, pas de regard inspiré au loin devant un lever de soleil prêt à dégommer la ville. Non. On nous montre purement et simplement l'homme. John Wick est un homme qui dramatiquement va vivre selon moi l'une des pires choses qui puissent arriver à un personnage de fiction. Une histoire de chute. Il chute, et ce dès le tout début du premier film. John Wick s'ouvre sur un flash-forward où le personnage, abattu et blessé, se rattache à des souvenirs pour tenir le coup. Ce qu'il regarde, il ne l'a plus, et doit accepter de vivre sans, laissant apprendre au spectateur par la suite comment cette situation est arrivée. Dans le premier film, sa femme meurt, son chien meurt et sa voiture est volée. Dans le deuxième film, sa maison est en cendres, il a un contrat de 7 millions sur sa tête et finit excommunié. Dans le troisième film, le montant du contrat a doublé, il sacrifie le dernier souvenir de sa femme, entreprend de tuer son ami pour finalement se faire trahir et termine sa chute au plus bas, avec un seul mot à l'esprit, la vengeance. Mais étonnamment, si l'homme chute, la légende, elle, ne cesse de s'élever. John Wick nous a toujours été présenté de manière légendaire, voire mythique par les autres personnages. Viggo, Winston, Santino, le Bowery, Sophia, la directrice de l'opéra et dans une moindre mesure le concierge, tous sont liés au passé du héros dans des histoires dont on nous explique les enjeux, mais jamais le déroulement. Même les deux tueurs japonais interprétés au passage par des acteurs de The Raid lui disent que c'est un grand honneur pour eux de l'affronter. En traitant les actes passés du héros comme étant incroyables et irréalisables, l'intérêt que le spectateur ressent à son égard n'en sera que renforcé. Il a été une légende et plusieurs témoins sont là pour vous le prouver. On en arrive à raconter des histoires de faits et d'événements à caractère légendaire, voire sacralisé, tant elles semblent sorties de toute réalité. Seulement, on pourrait se dire que c'est facile de dresser le tableau d'un personnage en te disant il a fait ça, et puis ça, et puis ça. Le tout, c'est que le personnage soit à la hauteur de sa légende. Et John Wick est à la hauteur. Et pour toutes les raisons dont nous avons parlé plus tôt, oui, John Wick est à la hauteur de sa légende. Il finit même par en créer une nouvelle. Imaginez une seconde que ce personnage soit un monsieur tout-le-monde et n'ait commis aucun acte incroyable par le passé. Ce qu'il réalise dans cette trilogie forge une légende en soi. Il a shooté au moins 500 personnes en l'espace de quelques jours, quasiment toujours seul contre tous, et a tué 2 hommes dans un bar avec un... Oui, on sait, avec un putain de crayon. On a compris. On saura. Cet aspect est bien sûr souligné via l'écriture et la réalisation qui fait souvent des plans en contre-plongée sur le personnage, ne le fait parler que très peu le rendant d'autant plus mystérieux et apparaît parfois dans une mise en scène mythique. Ce qui fait qu'après le visionnage des 3 films, le spectateur se retrouve lui aussi témoin d'événements incroyables, comprenant sur quoi les légendes se sont basées, pouvant même les alimenter à son tour dans le monde réel. Oui, vous m'avez bien compris. D'un certain point de vue, John Wick est une œuvre méta. Et quand je dis que la légende s'élève mais que l'homme chute, je parle bien dans le sens où il ne pourra jamais retrouver sa vie d'avant, s'enfonçant peu à peu dans les abysses de la violence. Cependant, d'un certain point de vue, John Wick n'oublie pas d'en rester pour le moins le bon gars dont je vous parlais tout à l'heure. Il ne cherche des noises à personne, n'exécute pas son ancien collègue, il prévient même le médecin quand l'heure de l'excommunion arrive. Sérieusement, regardez les films, c'est toujours lui qui se fait emmerder par Pierre, Paul, Jackie ou Michel, alors que son seul but est d'avoir la paix. Même dans le 3e film, quand il retrouve l'homme au-dessus de la grande table, il aurait pu faire un carnage et se tirer en chameau. Mais non,
Il abdique et se plie aux règles sans chercher à les transgresser. Et quand il transgresse, ce n'est toujours qu'en cas d'absolue nécessité, parce qu'il fallait bien la tuer cette petite pute de Santino. John Wick ne mérite pas sa chute, il ne mérite pas de retourner dans ce monde de tueurs froids qui s'agrippent à lui, il mérite d'être en paix. Je retrouve par là un peu du personnage de Carlito Brigante dans l'impasse, qui, quoi qu'il fasse, n'arrivera jamais à se retrouver en paix malgré tous ses efforts. John Wick, c'est ça, le type qui ne veut pas faire ce qu'il fait, mais y est contraint au vu des circonstances, le rendant automatiquement attachant. Et pour solidifier l'empathie des spectateurs envers le personnage, les John Wick ont eu la bonne idée de démarrer là où les précédents se sont arrêtés. Nous suivons donc un personnage en quasi-temps réel, évoluant dans un monde qui se veut en tout point réaliste, mais qui ne l'est pas forcément. Car le réalisme, ce n'est pas la vraisemblance et il est bon de dissocier les deux. Le réalisme est une attitude qui tient compte de la réalité, la vraisemblance est l'apparence de vérité. Les cascades de la trilogie sont donc réalistes, nous l'avons déjà vu, pas besoin de revenir dessus. Chorégraphie, plan séquence... Quand le monde de John Wick est lui seulement vraisemblable sans être réaliste, avec des organisations de tueurs internationales qui se paient en pièces d'or, des opéras qui forment de futurs assassins et des SDF qui font en réalité partie de tout un réseau clandestin, non. Ce n'est pas réaliste. Même le taxi, il le paie en pièces d'or, putain. Mais plonger un personnage crédible, touchant, prenant des décisions, exécutant des cascades impressionnantes, souvent sans trucage et traité quasiment en temps réel au milieu de tout ça, eh bah j'ai rien d'autre à dire à part que ça marche. Je sous-entendais en introduction que trouver un personnage capable de rivaliser avec John Wick est compliqué. Mais je crois que j'en ai trouvé un. Et pour le coup, ses aventures à lui aussi sont racontées en temps réel. Bah ouais, Jack Bauer est le seul qui, en termes d'écriture, d'attitude et de prise de décision, peut rivaliser directement avec John Wick. Bon, dans une fusillade ou au corps à corps, il a pas une chance, on est ok. Mais néanmoins, on retrouve chez lui des thèmes chers à John Wick, comme le fait d'être contraint à agir, de savoir prendre des décisions difficiles, d'avoir une grosse paire de couilles, et surtout d'être une légende qui s'élève et un homme qui chute. Pour ceux qui ont vu 24, vous savez que Jack Bauer, il finit pas vraiment en paix vers les dernières saisons au vu de tout ce qu'il a enduré. Le mec, il a buté son collègue, son boss et son père, tout ça à contre-cœur. Va trouver le sommeil maintenant. Et pourtant, sa légende est au bout de 9 saisons l'une des plus solides que j'ai pu voir dans une œuvre d'action, série et cinéma confondus. En dessous de celle de John Wick, faut pas déconner. Mais pas très loin derrière. Bon ok, j'en fais sûrement un peu trop sur 24 car en réalité, Monsieur Wick s'inspire lui-même de grandes figures du cinéma d'action. Le côté seul contre tous, cher aux films de Schwarzenegger, Stallone et Bruce Willis, la mise en scène des combats très lisibles et stylisés qui nous vient de Matrix, la violence graphique mais pas trop dégueulasse qui nous vient des films de Corée du Sud comme All Boy ou J'ai rencontré le diable, en réalité, John Wick ne réinvente aucun code, non. Il les sublime. Cette saga est la meilleure chose qui se fait actuellement en termes de cinéma d'action. Et même si mon avis n'est pas très objectif, j'espère avoir réussi à vous convaincre ou au moins avoir réussi à vous faire comprendre pourquoi, selon moi, John Wick écrase toute concurrence. Dans ses plans, dans ses chorégraphies, je trouve que la saga John Wick est à la fois révolutionnaire, mais aussi précurseuse. Et je pense qu'il peut être intéressant maintenant de nous demander à quoi pourrait ressembler l'après John Wick. L'art de filmer les scènes d'action évolue grandement ces dernières années. On filme en plan séquence avec parfois des cuts numériques, mais le spectateur reste néanmoins immergé dans l'action. Birdman d'Inarritu et le futur 1917 de Sam Mendes sont des films entièrement réalisés en plan séquence, avec des trucages, certes, mais quand même. Je pense donc qu'on se rapproche doucement d'une nouvelle petite vague de films d'action où la chorégraphie et la mise en scène primeront sur les effets spéciaux et les montages réalisés au hachoir. Car c'est ça qui est impressionnant, voir que les scènes d'action sont réalisées quasiment sans trucage et que l'acteur devant nous exécute vraiment ses mouvements compliqués sans s'arrêter. J'espère vraiment que John Wick apportera son lot d'inspiration et qu'une vague de nouveaux films à la mise en scène léchée arriveront. On a déjà vu Atomic Blonde, réalisé par David Leitch, qui n'était pas fou certes, mais possédait une mise en scène dynamique, fluide et avec peu de coupures. Je suis tombé il y a peu sur une série de vidéos, il s'agit de voitures de course filmées par drone. Rien de bien fou vous me direz. Mais croyez-le ou non, bah le résultat est magnifique.
Regardez-moi cette fluidité, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui dans Fast and Furious les mecs. Au lieu de vous concentrer sur des séquences d'action démesurées, filmer le réalisme de manière impressionnante est plus intéressant que de voir des choses impressionnantes, parce que là, c'est réel, c'est sous nos yeux. Sans oublier que le gun kata tel que John Wick l'a montré a déjà été reproduit à plusieurs reprises. Je me répète, mais John Wick a révolutionné le cinéma d'action. Il l'a élevé à un rang dans lequel il n'avait pas sa place. Oui, on peut faire de l'art et être des films d'auteur tout en filmant des gens se tirer dessus. Et si vous aimez John Wick, je pense que vous aimerez les prochaines années à venir. En plus du 4e épisode annoncé il y a quelques mois de cela, fut annoncé que la future série The Continental, qui se passe dans l'univers de John Wick, serait un préquel nous retraçant la vie du personnage avant les événements du premier film. Et je trouve cette idée géniale, les films ayant semé un peu partout des bouts d'histoire ne demandant qu'à être portés à l'écran. Y suivrons-nous John Wick ou un autre personnage? On ne sait pas encore, mais je peux vous dire que j'ai hâte de voir cette série. Il y a aussi un jeu vidéo qui sortira en 2020, mais celui-là, il me chauffe moins. Qu'est-ce que je pourrais rajouter moi? J'adore cette saga, c'est un bijou à côté duquel il ne faut pas passer. Cette saga et son succès populaire mérité ont permis à Keanu Reeves de revenir sur le devant de la scène, puisqu'il sera l'un des personnages de Cyberpunk 2077, compte reprendre son rôle de John Constantine pour le DC Universe, et va d'ici peu tourner un 4e épisode de Matrix avec le retour de Lana Wachowski à la réalisation, Carrie-Anne Moss et Laurence Fishburne qui aura une place moins importante. Quant à Chad Stahelski et en parlant du DC Universe, dont j'ai fait une vidéo, va la voir, lâche un pouce bleu et abonne-toi. Il a été appelé par Warner Bros pour refaire les scènes d'action du film Birds of Prey qui tournera autour de Harley Quinn, toujours interprétée par Margot Robbie, qui devra sauver Gotham d'un Black Mask, incarné ici par Ewan Kenobi, avec l'aide de nouvelles recrues, toutes féminines. Je me répète, mais John Wick a révolutionné le cinéma d'action. Il a remis au goût du jour les films beat them all et prouvé qu'on pouvait avoir des images sublimes, à l'esthétique léchée, dans des films où le principal intérêt est de mettre des balles dans des têtes. Si ça, c'est pas la preuve que cette trilogie est mortelle, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous. La saga n'est pas encore terminée, et vous pouvez être certain qu'à chaque fois qu'un John Wick sortira, que ce soit sur le petit ou le grand écran, je serai là pour aller le voir. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt, prenez soin de vous, salut.